L'émetteur, le podcast. Prenez un moment pour réfléchir. Et si tout ce que vous croyez savoir sur la faiblesse était incomplet, voire erroné? Qu'est-ce que cela signifie vraiment de confronter ses propres limites? Dans un monde qui glorifie la force et la réussite, n'y aurait-il pas une sagesse insoupçonnée à découvrir dans l'acceptation de nos vulnérabilités? Les grands penseurs comme Friedrich Nietzsche nous offrent une vision révolutionnaire de ce concept. Pour lui, la faiblesse ne se résume pas à un manque de puissance ou de courage. Elle est un état d'esprit qui peut devenir un obstacle majeur à notre épanouissement personnel et à notre honnêteté envers nous-mêmes. Quand nous fuyons nos fragilités, nous nous perdons dans une illusion. Nous cultivons des émotions destructrices comme le ressentiment et nous stagnons dans une vie dépourvue de sens et de direction. Mais si nous avons le courage de faire face à ce qui nous effraie en nous, si nous acceptons nos imperfections, alors la faiblesse peut devenir un tremplin vers une force authentique. Imaginez un étudiant passionné, préparant un concours prestigieux. Au fond de lui, il sait qu'il n'a pas travaillé autant qu'il aurait dû. Mais plutôt que de l'admettre, il rejette la faute sur le système éducatif, les enseignants ou même ses concurrents. Cette attitude n'est pas seulement une fuite, c'est une incapacité à regarder sa propre vérité. Nietzsche nous pousse à reconnaître cette dynamique. La faiblesse, selon lui, est une forme d'auto-trahison. Nous évitons de nous voir tels que nous sommes et nous construisons des récits pour justifier notre inaction. Ce faisant, nous nous éloignons du potentiel de transformation qui réside justement dans l'acceptation de nos limites. Dans la littérature, un exemple frappant est celui d'Achille, le héros invincible de la mythologie grecque. Sa faiblesse n'est pas simplement son talon, mais son orgueil démesuré, qui l'empêche de reconnaître ses torts ou de faire preuve d'humilité. Ce n'est qu'en acceptant cette faiblesse qu'il trouve un sens plus profond à son existence, bien que tragique. Être faible, c'est souvent vivre dans un déni permanent. Nous refusons de voir nos échecs, nos peurs ou nos désirs non avoués. Mais Nietzsche insiste, sans cet examen honnête de soi, il est impossible de grandir. Pensez à un leader d'entreprise qui refuse d'écouter ses équipes, prétextant que ses idées sont toujours les meilleures. Cette attitude peut paraître forte à première vue, mais elle masque souvent une profonde insécurité. En ignorant les perspectives des autres, il condamne son organisation à l'échec et lui-même à l'isolement. La vérité est exigeante, mais elle est aussi libératrice. Confronter nos faiblesses, c'est comme nettoyer une plaie. Le processus est douloureux, mais il permet la guérison. Pour Nietzsche, la véritable force ne réside pas dans la domination ou la puissance brute. Elle se trouve dans l'autodépassement, cette capacité à affronter ses propres démons et à évoluer. C'est là que réside le concept du surhomme. Non pas un être supérieur aux autres, mais une personne capable de transcender ses limitations. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Injustement emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu sombrer dans la haine et le ressentiment. Mais au lieu de cela, il a transformé sa souffrance en une force intérieure, en devenant un symbole de pardon et de réconciliation. Ce n'est pas la faiblesse qui a guidé Mandela, mais une force née de l'acceptation de sa condition et de son engagement à aller au-delà de lui-même. Quand nous refusons de faire face à nos faiblesses, nous développons souvent une rancune profonde envers les autres et envers le monde. Nietzsche appelait cela le ressentiment, une émotion toxique qui nous enferme dans un cycle de victimisation. Imaginez un collègue de travail qui, au lieu de reconnaître ses erreurs, passe son temps à critiquer ses pairs ou ses supérieurs. Cette personne ne fait que projeter son propre mal-être sur les autres, incapable de regarder ses propres failles en face. Le ressentiment, selon Nietzsche, est l'expression ultime de la faiblesse. Il est un refus de prendre la responsabilité de sa vie et il mène à une existence amère et insatisfaisante. Alors, comment briser ce cercle vicieux? Cela commence par un acte simple mais difficile. Regarder nos faiblesses en face, sans jugement, mais avec compassion. Reconnaître nos erreurs et nos peurs n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Comme le disait Carl Jung, ce que vous niez vous soumet, mais ce que vous acceptez vous transforme. C'est en affrontant nos zones d'ombre que nous trouvons la lumière. La faiblesse, loin d'être une fatalité,
peut devenir une opportunité. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si nous avons des faiblesses. Nous en avons tous. La vraie question est, sommes-nous prêts à les regarder en face et à en faire le moteur d'une transformation personnelle? Certaines personnes se retrouvent piégées dans l'illusion de désirs inaccessibles, incapables de dépasser leurs frustrations. Cette incapacité à faire face à leurs propres limites peut conduire à un mécanisme de défense psychologique bien connu, transformer le désir en mépris. Au lieu d'affronter la réalité avec courage, ces individus modifient leur perception pour protéger leur ego. Ce comportement se résume souvent à un discours intérieur comme « je n'ai jamais voulu cela », même si j'aurais pu l'obtenir, un moyen de rationaliser leur échec ou leur impuissance. Ce ressentiment agit comme une barrière, un mur invisible érigé pour éviter la confrontation avec la vérité. Aujourd'hui, on observe ce phénomène dans de nombreux contextes, notamment à travers les réseaux sociaux. Par exemple, une personne admirant un influenceur à succès peut rapidement basculer dans le mépris si elle ressent de l'envie ou de l'incapacité à atteindre un statut similaire. Elle justifie alors son ressentiment en critiquant l'influenceur, en remettant en question son authenticité ou en insinuant qu'il a triché pour réussir. Ce comportement illustre précisément le ressentiment décrit par Nietzsche, où l'échec personnel est transformé en hostilité envers ce que l'on désirait initialement. Cependant, ce mécanisme de défense n'est pas limité au monde virtuel. Dans la vie quotidienne, on retrouve des schémas similaires. Imaginez un collègue qui échoue à obtenir un poste important. Plutôt que d'accepter cet échec comme une opportunité de croissance ou d'apprentissage, il commence à discréditer le poste en question. De toute façon, ce rôle est ingrat et n'apporte rien de bon. Ce type de raisonnement l'empêche de faire face à sa déception et détourne l'énergie qui pourrait être utilisée pour progresser. Nietzsche nous met en garde contre cette spirale de ressentiment. Selon lui, il est essentiel de ne pas fuir ce que l'on désire, ni de rabaisser ce que l'on ne peut obtenir. Au contraire, il faut regarder nos faiblesses en face, avec une honnêteté brutale, et réorganiser nos désirs pour avancer. Cela demande un véritable courage, car admettre ses limites n'est jamais facile. Pourtant, c'est précisément dans cet effort que réside le potentiel de transformation. Un des concepts centraux chez Nietzsche est l'idée de la volonté organisée. Pour lui, la désorganisation de la volonté constitue l'un des plus grands obstacles à la croissance personnelle. Sans une direction claire et une volonté forte, nous devenons comme un navire perdu en mer, incapable de trouver un port. Prenons l'exemple d'un étudiant passionné qui s'intéresse à 1000 sujets différents, mais ne parvient pas à se concentrer sur un objectif concret. Il commence de nombreux projets, mais n'en finit aucun, restant prisonnier de ses désirs dispersés. Cette incapacité à structurer sa volonté mène à une vie désorientée, où les rêves ne se transforment jamais en actions tangibles. Un autre exemple frappant est celui de dirigeants politiques ou d'entrepreneurs célèbres, qui, malgré leur position de pouvoir, échouent à résister aux influences extérieures. Ils se laissent emporter par l'opinion publique ou les attentes de leur entourage, perdant ainsi de vue leur mission initiale. Cela rappelle l'histoire de Louis XVI, qui, bien qu'étant roi de France, était souvent indécis et influencé par les conseils contradictoires de son entourage. Son incapacité à diriger avec fermeté a finalement contribué à la chute de la monarchie. Pour Nietzsche, la clé réside dans la capacité à aligner ses désirs avec une vision cohérente et à résister aux forces extérieures qui tentent de nous détourner. Avoir une volonté forte, c'est savoir ce que l'on veut et poursuivre cet objectif avec détermination, même face à l'adversité. Cela nécessite une lutte constante contre nos propres faiblesses et une réévaluation honnête de nos priorités. Nietzsche introduit également la figure du surhomme, un idéal de dépassement de soi où l'individu crée ses propres valeurs plutôt que de dépendre de celles imposées par la société. Cet idéal ne représente pas une personne parfaite, mais plutôt quelqu'un capable de transformer ses échecs en opportunités, de surmonter ses peurs et de vivre selon ses propres termes. Prenons l'exemple d'une personne qui, après avoir connu une faillite professionnelle, décide de se réinventer totalement en lançant une nouvelle entreprise basée sur ses apprentissages précédents.
Cette capacité à rebondir, à créer ses propres règles et à avancer sans l'approbation des autres incarne l'esprit de cette figure. Ce parcours vers l'autonomie demande de la résilience et une force intérieure solide. Il s'agit de transformer chaque obstacle en tremplin, chaque rejet en occasion d'évolution. Pensez à un athlète qui, après une blessure grave, ne renonce pas à sa carrière, mais travaille avec acharnement pour revenir plus fort. C'est cet état d'esprit qui reflète véritablement la philosophie de Nietzsche. Utiliser les défis de la vie comme carburant pour grandir et atteindre de nouveaux sommets. Qui ne rêve pas de posséder cette incroyable capacité à transcender ses propres limites? Cette quête de dépassement de soi est ce qui distingue ceux qui osent s'élever au-dessus des normes établies de ceux qui, par confort ou peur, se contentent de dériver avec le courant. Mais atteindre cette force intérieure exige bien plus qu'un simple désir. Cela demande un engagement inébranlable envers sa propre vérité et une capacité à repousser les manipulations et influences extérieures. Prenons un instant pour être avec un prisme critique. Dans de nombreuses relations, la compassion à première vue louable peut parfois devenir un piège insidieux. Imaginez un mentor ou un proche qui, par une sollicitude excessive, offre constamment des solutions sans permettre à l'autre de faire face à ses défis. Bien que cette attitude puisse sembler noble, elle nourrit souvent une dynamique de dépendance. Au lieu de renforcer, elle affaiblit. Elle emprisonne l'individu dans une zone de confort et l'empêche de développer sa résilience. Nietzsche critiquait farouchement cette forme de pitié, qu'il considérait comme une fausse bonté. Dans ses écrits, il met en garde contre une compassion qui, au lieu de libérer, maintient l'autre dans sa faiblesse. Un exemple frappant est celui des relations de codépendance. Imaginez un chef d'entreprise qui, par paternalisme, évite de confronter ses employés à leurs responsabilités, croyant ainsi les protéger. En réalité, cette approche empêche leur croissance et freine leur capacité à prendre des initiatives, créant une spirale de stagnation et de frustration. Ce modèle peut également s'observer dans des dynamiques sociétales. Les politiques ou organisations caritatives, bien qu'animées par de bonnes intentions, risquent parfois d'entretenir une forme d'assistanat, plutôt que de promouvoir l'autonomie des individus qu'elles cherchent à aider. La véritable aide, comme le souligne Nietzsche, réside non pas dans le fait de porter constamment l'autre, mais de lui donner les outils pour marcher par lui-même. Pour Nietzsche, la force véritable naît de l'autosuffisance et de la capacité à affronter les défis de la vie sans chercher refuge dans une consolation facile. Cette réflexion nous conduit à un autre concept fondamental dans sa philosophie, amor fati, ou l'amour du destin. L'amor fati est une invitation à accepter pleinement la vie telle qu'elle est, avec ses triomphes et ses épreuves, sans chercher à rejeter ou fuir ce qui nous échappe. Imaginez un alpiniste confronté à une tempête imprévue en pleine ascension. Plutôt que de maudire la montagne ou d'abandonner, il choisit de voir cet obstacle comme une opportunité de tester sa résilience, de renforcer son esprit et d'apprendre à mieux s'adapter. C'est dans cette acceptation active des défis que réside la véritable force intérieure. Contrairement à une résignation passive, le amor fati implique d'embrasser chaque événement comme une étape nécessaire dans un chemin unique et significatif. Prenons l'exemple d'un inventeur célèbre comme Thomas Edison, qui, après des milliers d'échecs dans la création de l'ampoule électrique, voyait chaque tentative infructueuse non pas comme une erreur, mais comme une leçon cruciale pour atteindre son objectif. Cette capacité à transformer les épreuves en moteur de croissance est l'essence même, amor fati. Nietzsche admirait cette posture parce qu'elle reflétait un esprit indomptable. Il voyait en elle une célébration de la vie, non pas malgré ses souffrances, mais grâce à elle. Pourtant, il ne manquait pas de critiquer les idéologies qui prêchent le rejet de la vie présente au profit d'une existence future idéale. Il estimait que ce genre de pensée souvent promue par les doctrines religieuses éloigne les individus de l'instant présent et les prive de la richesse de leur expérience actuelle. Pour illustrer cette idée, réfléchissons à la manière dont beaucoup d'entre nous affrontent les échecs. Lorsqu'un projet échoue, la tentation est grande de chercher une justification extérieure
ou de se consoler en imaginant qu'une meilleure opportunité viendra plus tard. Nietzsche, au contraire, nous invite à embrasser cet échec comme une partie intégrante de notre parcours. En l'acceptant pleinement, nous découvrons qu'il contient des enseignements essentiels pour nous renforcer et avancer avec plus de lucidité. Ainsi, l'amor fati n'est pas seulement une philosophie, mais une manière de vivre qui nous pousse à voir la vie avec toutes ses douleurs et ses plaisirs comme un tout indivisible. C'est une invitation à vivre intensément l'instant présent, à ne pas chercher refuge dans des illusions futures, mais à savourer chaque moment pour ce qu'il est, une occasion unique de grandir et de devenir. En adoptant cette vision, nous ne cherchons plus à échapper à la réalité ou à l'adoucir avec des consolations superficielles. Nous apprenons au contraire à forger une force intérieure capable d'affronter tout ce que la vie met sur notre chemin, avec courage, détermination et gratitude. Voilà la clé d'une existence pleinement vécue. La notion de mort fati, qui signifie littéralement la mort de notre destin ou l'acceptation de notre sort, représente une invitation profonde à reconsidérer notre relation avec la réalité telle qu'elle se présente. Elle nous incite à remettre en question le pessimisme qui, souvent, nous pousse à fuir les aspects de la vie que nous jugeons inconfortables ou indésirables. Ce rejet de la réalité, que Nietzsche identifie comme une forme de faiblesse, est un mécanisme de défense qui, loin de nous aider à surmonter les défis, nous enferme dans une vision déformée du monde. Selon Nietzsche, le pessimisme n'est pas seulement une manière de voir le monde d'un point de vue négatif. Il va au-delà, devenant une échappatoire psychologique qui nous empêche de vivre authentiquement. Il nous prive de la capacité à faire face aux réalités de l'existence avec courage et clarté. Au contraire, il propose une approche radicale, celle de l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Cela ne signifie pas la résignation, mais plutôt l'engagement à embrasser toutes les dimensions de la vie, y compris les défis et les souffrances, sans se réfugier dans des illusions ou des faux espoirs. Cette perspective exige de l'honnêteté envers soi-même et une volonté d'accepter l'inévitabilité de certaines choses, tout en cherchant à transcender les limitations que nous percevons. L'un des dangers du pessimisme est qu'il agit comme un filtre déformant qui altère notre perception de la réalité. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, après un échec professionnel, se laisse envahir par des pensées négatives, comme l'idée qu'il ne pourra jamais réussir à nouveau. Ce genre de pensée, alimenté par le pessimisme, engendre une paralysie. L'individu se retrouve dans une spirale où il se perçoit comme victime de circonstances extérieures, incapable d'agir pour changer sa situation. Il est comme un peintre qui, face à un tableau blanc, abandonne son pinceau avant même de commencer à peindre, convaincu que sa création sera de toute manière un échec. En agissant ainsi, il ne se donne même pas la possibilité d'explorer de nouvelles possibilités. Nietzsche nous rappelle que ce type de pensée ne décrit pas la réalité telle qu'elle est, mais projette en nous une faiblesse interne, une incapacité à prendre les rênes de notre propre destin. Le pessimisme devient ainsi une forme d'auto-sabotage. Il ne tient pas compte de la complexité de la vie, de ses hauts et ses bas, de ses imprévus et de ses défis. En s'attachant uniquement à la vision des choses négatives, nous nous privons de l'immense potentiel qu'offrent ces défis. C'est comme si, face à une montagne, l'on choisissait de regarder ses pentes abruptes sans envisager la beauté de la vue qu'elles offrent une fois escaladées. Nietzsche défend l'idée que, pour échapper à cette prison mentale, il est nécessaire de rompre avec cette vision déformée du monde et d'adopter une attitude plus proactive, une posture qui nous permette de voir la vie comme une série d'opportunités d'évolution et de croissance. Cela demande un changement de perspective radical. Le pessimisme n'est pas une vision juste du monde, mais une projection négative de notre propre incapacité à relever des défis. Au lieu de considérer la vie comme une succession d'obstacles insurmontables, il s'agit de la percevoir comme une série d'opportunités à saisir, des occasions de renforcer notre caractère et d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes. Imaginez un entrepreneur qui, après plusieurs échecs dans ses projets, décide de ne pas se laisser abattre. Plutôt que de se concentrer sur les pertes, il choisit d'en tirer des leçons précieuses.
Il identifie ce qui n'a pas fonctionné, ajuste son approche et recommence. Ce n'est pas l'illusion que chaque projet réussira, mais la conviction que chaque échec apporte une richesse d'enseignement qui nous prépare à la prochaine étape. Il prend chaque revers non pas comme une défaite, mais comme une expérience formative qui le pousse vers de nouvelles voies. Dans cette démarche, il évite le piège du nihilisme, cette vision du monde comme dénuée de sens et d'espoir. Nietzsche pousse encore plus loin cette idée en affirmant que l'un des moyens les plus efficaces de combattre le pessimisme et de restaurer la force intérieure réside dans la capacité à affronter la vie avec courage et authenticité. Ce courage ne consiste pas à ignorer la douleur ou la souffrance, mais à les accepter comme des aspects inhérents à l'expérience humaine. Plutôt que de fuir les difficultés, il s'agit de les affronter directement et de les transformer en éléments porteurs de sens. Chaque épreuve devient ainsi une occasion de tester notre résilience et de nous élever au-dessus des circonstances immédiates. Ce processus peut être perçu comme une sorte de purification de l'esprit, où chaque défi devient un creuset dans lequel forger notre caractère. Il est donc nécessaire de cultiver cette force vitale qui nous pousse à avancer, à créer et à redéfinir constamment notre existence. Cette force va bien au-delà du simple instinct de survie. Elle est le moteur d'une quête profonde de sens, une volonté de rendre chaque instant plus précieux. Nietzsche nous invite à voir la vie comme un terrain de jeu où chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à l'épanouissement de notre potentiel. Pour ce philosophe, la vie n'est pas un fardeau, mais une opportunité de se libérer de ses propres limitations et de s'engager pleinement dans un processus de transformation continue. Enfin, il convient de souligner que cette vision ne réside pas dans des idéaux abstraits ou des aspirations extérieures. Le sens de la vie, selon Nietzsche, est quelque chose que nous créons nous-mêmes à travers nos choix et nos actions. Ce sens ne se trouve pas dans la recherche d'un but extérieur à nous-mêmes, mais dans la manière dont nous abordons chaque obstacle, chaque difficulté, chaque rencontre avec la vie. Le sens naît dans le moment présent, dans la manière dont nous décidons d'y répondre. Il s'agit de transformer chaque difficulté en une occasion de croître, de nous renforcer, et ainsi de créer une existence qui soit non seulement vivante, mais véritablement digne d'être vécue. Nietzsche nous invite à abandonner la posture de victime, un rôle dans lequel beaucoup d'entre nous se retrouvent, souvent par habitude ou par manque de perspective. Au lieu de nous complaire dans notre impuissance, il nous incite à embrasser la responsabilité totale de notre existence. La véritable force, selon lui, réside dans notre capacité à devenir le maître de notre propre destin, même face à l'incertitude et aux défis inévitables de la vie. Cela signifie que nous devons comprendre que la vie, dans toute sa richesse et sa complexité, prend tout son sens lorsque nous choisissons de l'assumer pleinement. Plutôt que d'attendre des solutions extérieures ou de se laisser emporter par des circonstances que nous ne contrôlons pas, nous avons le pouvoir de déterminer comment réagir et quel sens attribuer à chaque expérience. Ce contrôle n'est pas une illusion de pouvoir, mais un acte de volonté, un engagement à vivre avec un but clair, même dans l'adversité. Dans son œuvre, Nietzsche laisse une question fondamentale en suspens, presque comme un défi permanent à chaque lecteur. Que seriez-vous prêt à faire pour vivre une vie véritablement pleine? Cette interrogation nous pousse à confronter nos propres limites et faiblesses. Elle nous invite à explorer comment, en faisant face à ces obstacles internes, nous pouvons les transformer en moteurs de croissance personnelle. C'est une démarche qui exige une introspection sincère. Comment réagir face à la douleur ou à l'échec? Acceptons-nous la frustration comme une fin en soi, ou la voyons-nous comme une opportunité de rebondir, de trouver une nouvelle voie? Prenons l'exemple d'un athlète qui se blesse gravement avant une compétition importante. Le plus souvent, l'instinct naturel est de se concentrer sur la douleur et sur l'incertitude de l'avenir. Mais un athlète résilient ne se laisse pas abattre par cette faiblesse physique. Au contraire, il la transforme en un défi mental et émotionnel. Il voit dans la blessure non pas un obstacle insurmontable, mais un tremplin pour découvrir de nouvelles ressources intérieures.
de nouvelles stratégies de récupération et de renforcement. C'est cette capacité à se relever après une chute, à se redéfinir face à l'adversité, qui permet à l'individu de transformer ses faiblesses en puissantes sources de force. Ainsi, la question n'est pas seulement qu'est-ce que nous serions prêts à faire, mais comment choisissons-nous d'aborder la vie? Comment choisir de grandir avec chaque expérience, même lorsque cette dernière semble incertaine ou difficile? Nietzsche nous pousse à sortir de notre zone de confort, à ne pas simplement survivre, mais à rechercher activement la croissance à travers chaque épreuve. Oui, cela peut être inconfortable, mais c'est précisément dans ce malaise que réside l'opportunité de se dépasser. Imaginez quelqu'un qui, après une rupture amoureuse, décide de se concentrer uniquement sur la douleur et sur ce qu'il a perdu. Cette vision est certes naturelle, mais elle le condamne à vivre dans l'ombre de son passé. Cependant, celui qui, au contraire, choisit de voir cette épreuve comme une occasion d'explorer ses propres besoins émotionnels, de réévaluer ses attentes et de se renforcer, peut alors en sortir grandi. La rupture devient un catalyseur de transformation, et non une condamnation à l'impuissance. Le changement véritable commence lorsque nous acceptons de faire face à nos propres limites, sans chercher des excuses ou des illusions pour échapper à la réalité. Cela nécessite de se détacher de l'idée que le monde doit répondre à nos attentes. Au contraire, il s'agit de prendre une responsabilité totale face à notre condition, sans chercher de solutions faciles ou superficielles. Accepter notre destin dans toute sa dureté et choisir de l'affronter avec confiance. C'est cela, selon Nietzsche, la voie vers la liberté véritable. Alors, la question à se poser n'est plus jusqu'où suis-je prêt à aller pour vivre une vie authentique, mais plutôt comment vais-je cultiver la force de vivre de manière authentique, même lorsque tout semble difficile. La quête d'une existence pleine de sens ne réside pas dans la recherche incessante de confort, mais dans la capacité à affronter la réalité avec courage et honnêteté. Il ne s'agit pas de fuir la douleur ou l'inconfort, mais d'y voir une opportunité de se réinventer. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à avancer malgré elle. Et c'est dans ce combat quotidien, dans cette confrontation avec soi-même, que l'on trouve la véritable liberté. Ce que Nietzsche nous invite à comprendre, c'est que la force de vivre pleinement ne vient pas de l'extérieur. Elle ne se trouve pas dans l'accumulation de possessions ou dans l'approbation des autres, mais dans notre propre relation à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. C'est un engagement profond à transformer chaque défi en une occasion de renforcement, chaque obstacle en une leçon. Ainsi, le véritable sens de la vie, pour Nietzsche, n'est pas donné de l'extérieur, mais construit par nous, par notre volonté de vivre avec authenticité et audace. Et vous, que ferez-vous de cette connaissance? Comment allez-vous transformer chaque faiblesse en force, chaque défi en tremplin vers une vie plus grande, plus pleine et plus vraie? La véritable question est, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vous affirmer et vivre selon vos propres principes, sans céder à la tentation du pessimisme ou de la facilité?